l'enregistrement dans le webinaire pour répondre aux questions qui seront posées. Alors, Elliot, est-ce que tout le monde est là? On peut partir? Bon, parfait. Et du coup, bonjour à tous, ou rebonjour à tous. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'info, je le répète, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse le rediffuser plus tard. C'est pour ça aussi qu'on a demandé de garder les micros éteints et si on peut garder les caméras aussi éteintes pour éviter d'utiliser trop de bandes passantes. Ça serait parfait. Donc, pour ce webinaire, on va être 4 intervenants. Il y a Pierre avec nous, Pierre Monet, qui est bénévole et référent du réseau Pollume, Elliot Chaud, qui est salarié de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, salarié sur la pollution lumineuse et les trams noirs. Nous avons Jeanne Mas, qui est la volontaire service civique, qui s'est occupée de mettre en place cette campagne Allo Allo. Et moi-même, du coup, Léon Zaragoza, salarié de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, en appui sur les questions de pollution lumineuse avec Elliot, entre autres. Du coup, vous êtes sur le webinaire de lancement de cette campagne qui se déroule aujourd'hui. La campagne s'appelle Allo Allo, donc c'est un jeu de mots pour les halos lumineux et l'eau et les cours d'eau et les surfaces en eau. Donc, c'est une campagne qui se passe sur Sentinelle. Je vous présenterai un peu juste après qu'est-ce que Sentinelle. Elle fait suite à une campagne nationale de Sentinelle de la nuit et une autre qui s'appelait la campagne ASEC. Donc, ça nous a permis de faire un lien entre la pollution lumineuse et l'eau. Suite à ces deux campagnes, on a décidé de créer une campagne qui rassemblait ces deux. Cette campagne est financée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la Dragesse et le département Haute-Garonne. Elle a commencé le 26 octobre et on la clôturera du coup le 4 décembre. Évidemment. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas France Nature Environnement Midi-Pyrénées, on est une fédération d'associations qui font partie du mouvement de France Nature Environnement. Donc nous, on travaille à l'échelle de l'ancienne région Midi-Pyrénées et on regroupe plusieurs associations membres qui sont représentées sur la carte. Donc on a compté, il y en a un total de 130. On vous a épargné les 130 points. On a mis les grandes zones où il y en avait. Et je vous présente aussi FNE Nouvelle-Aquitaine qui font partie de cette campagne et qui nous accompagnent et qui sont avec nous sur ce travail. Donc FNE Nouvelle-Aquitaine qui est une confédération de plusieurs associations, notamment du Limousin Nature Environnement, Poitou-Charentes Nature, Cépenceau, et ils ont été rejoints par Sud Nature et Prom et Nouvelle-Aquitaine. Donc l'outil Sentinelle de la nature, c'est une application et aussi un site internet qui permet de signaler des dégradations environnementales ou des initiatives favorables. Et on va utiliser du coup cette application pour notre campagne. Donc il y a un onglet campagne qui est présent. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. L'outil campagne, du coup, c'est juste le site, ça nous permet de faire des campagnes qui ont une durée dans le temps, qui vont être limitées et sur lesquelles on va pouvoir communiquer et mettre des actions en avant. Donc, elles vont être thématisées. C'est un peu la différence avec l'outil Sentinelle de la nature quand on utilise juste pour signaler. Donc, je vais laisser la place maintenant à Pierre Brunet et vous pouvez toujours noter vos questions dans la discussion. Et une fois qu'il aura fini sa présentation, on reprendra les questions une par une pour y répondre. Alors, normalement, je vais arrêter le partage d'écran. Je laisse Pierre Brunet prendre la main dessus. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui? Super. D'accord.
Je vais évoquer la réglementation propre à l'éclairage des milieux aquatiques. Ceci étant, la spécificité de l'éclairage des milieux aquatiques, c'est quand même uniquement quelques contraintes additionnelles par rapport à un régime général réglementaire. Donc, j'ai pensé faire un rappel de la réglementation parce qu'elle s'applique aux milieux aquatiques et ensuite vous présenter les quelques prescriptions additionnelles qui portent sur les milieux aquatiques. Donc là, cette première image, hein, c'est pour vous montrer un peu la compétition entre deux sources naturelles, la pleine lune au-dessus des nuages, euh, des, du plancton luminescent là, qui essaye de faire la compétition avec l'éclairage artificiel. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'éclairage artificiel. Ah, il semblerait que nous ayons perdu la connexion avec Pierre. On ne l'entend plus. Est-ce que nous ne l'entendons plus? En effet. Alors, on va attendre patiemment. Et là, ce qu'essayait de vous dire Pierre, c'était très intéressant parce que c'était au sujet de petits êtres vivants qui vivent sous l'eau. Mais vu que j'ai aucune compétence sur le sujet, je ne vais pas pouvoir meubler très longtemps. Donc, ça serait bien qu'il revienne quand même. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Pierre? Ah, nous avons perdu notre star. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'en l'attendant, quelqu'un a envie de réagir? Tu veux dire un truc, Léon? On peut présenter la campagne. On peut présenter la campagne. Vas-y, tu veux... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? On peut remettre une couche sur la campagne, oui, que la campagne Allo Allo, on l'a pensée. Ça, c'est la partie que Jeanne va vous présenter après, qui sera plus technique, mais peut-être pour vous redonner les contextes, c'est que l'outil Sentinelle, il nous permet de faire participer les habitants, les habitantes sur leur territoire pour nous faire remonter des données du terrain. Et c'est un outil de campagne qu'on expérimente. Cette année, c'est les premières campagnes qu'on lance. Là, c'est la quatrième et la dernière campagne qu'on va lancer de l'année. On a déjà fait la campagne Sentinelle de la nuit qui était sur les éclairages des... Comment ça s'appelle? Les éclairages non réglementaires, en fait, les éclairages illégaux où les gens pouvaient nous envoyer directement des photos d'éclairage non réglementaires, donc plutôt liées à la temporalité d'éclairage parce que aujourd'hui, on sait que les magasins, les zones industrielles, les monuments sont réglementés dans le temps. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'orientation des éclairages qui est réglementée. Donc, on a fait une campagne qui s'appelait Sentinelle de la nuit où on invitait les gens à prendre en photo ces éclairages. Il y a aussi eu la campagne ASEC, du coup, qui était plus pour prendre en photo des cours d'eau qui étaient à sec, donc où il n'y avait plus d'écoulement. Parce qu'en France, on a une réglementation qui demande à ce que les cours d'eau aient de l'étiage, donc en fait qu'il y ait un minimum d'eau dans les cours d'eau pour garder cet aspect de continuité qui permet à toute la biodiversité de circuler et de vivre. Et que bien sûr, on comprend bien qu'un cours d'eau qui est à sec, c'est un milieu qui est mort. Alors après, ça peut être normal qu'il y ait certains cours d'eau qui soient à sec, mais aujourd'hui, avec la pression humaine et les demandes en agriculture, il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Et c'est le retour de la star. Et du coup, là, on arrive à la dernière campagne, qui est la campagne Allo Allo, qui va durer jusqu'au 4 décembre et que Jeanne va vous expliquer plus après. Je vais redonner les droits à Pierre parce qu'il faut qu'il puisse nous partager son écran. Et ça, voilà.
Et du coup, c'est un outil qui est intéressant parce qu'on peut l'utiliser sur l'ordinateur. Ça se représente sous la forme d'une carte, comme vous a montré Léon tout à l'heure, mais on peut aussi l'utiliser sur son smartphone. Et après, ça arrive directement devant les yeux de nos juristes. Et pour répondre Je suis à une revenu. question, Vous oui, m'entendez? juste pour répondre à une question avant, le fait d'avoir France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine avec nous nous permet d'être à l'échelle du bassin Adour-Garonne, voir un peu plus si ça marche. Mais déjà, on se situe à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Merci, du coup, on redonne la main à Pierre. Je désactive. Ouais, j'ai perdu la connexion Internet, désolé. Donc j'en étais là à vous raconter donc cette compétition entre un éclairage public, un éclairage artificiel qui lui est permanent dans le temps, alors que les éclairages naturels sont souvent cycliques, permanent dans le temps et permanent aussi dans l'espace. Donc on est là sur une compétition assez déloyale entre les lumières artificielles et les lumières naturelles. Bon, comme je le disais, la réglementation qui s'applique au milieu aquatique, c'est le régime général. Donc le régime général, qu'est-ce qu'il impose déjà? Il plafonne les quantités de lumière. Il plafonne également, il limite les flux lumineux perdus, donc tout ce qui part vers le ciel. L'arrêté évoque également les aspects extinction et la couleur de la lumière. Donc ça, ce sont les 4 points essentiels sur lesquels porte l'arrêté et donc cela porte également sur les mises en lumière des milieux aquatiques et cela concerne indifféremment les domaines publics et privés. Donc si on regarde de plus près aussi, alors quelles sont les installations d'éclairage qui sont concernées? Il n'y a pas toutes les installations d'éclairage, mais il y a vraiment l'essentiel. C'est-à-dire on a la voirie publique et privée, c'est-à-dire des cheminements à l'intérieur d'une entreprise sont pareillement concernés par cette réglementation. On a les parcs de stationnement, les mises en lumière du patrimoine, du cadre bâti, et les mises en lumière également des bâtiments non résidentiels, donc plus avec des portées commerciales ou professionnelles, une façade d'entreprise, etc. Et les éclairages de chantier. Donc là, on a à peu près l'ensemble des installations concernées. Donc par exemple, on n'a pas l'éclairage des serres agricoles. Voilà, il n'est pas dans la loi, donc l'arrêté ne peut s'y intéresser. Un rappel sur la quantité de lumière installée. En fait, elle est plafonnée par l'arrêté. On ne peut pas venir avec autant de lumière que l'on veut pour éclairer une rue, pour éclairer quoi que ce soit. Et donc, pour revenir à quelques définitions, les lumens, en fait, c'est quand on achète une lampe, on achète des lumens. C'est une quantité de lumière, c'est-à-dire plus une lampe émet de lumens, plus elle émet de lumière. Là, par exemple, on a une lampe qui émet 1450 lumens. L'arrêté prévoit que l'on ne peut pas amener autant de lumière qu'on veut pour éclairer quoi que ce soit. Et il faut faire la distinction avec éclairement. L'éclairement qui est en luxe, c'est autre chose. L'arrêté ne parle jamais de luxe, ne parle jamais d'éclairement. Il ne s'intéresse pas aux résultats. Par contre, il plafonne les quantités que l'on amène. Et là, voilà, on a un exemple. Donc, dans mon lampadaire, j'ai une lampe de 1000 lumens. Bon, à gauche, on a vu, c'était 1450. Donc là, c'est une lampe moins puissante. En fait, on n'a pas 1000 lumens qui sortent du lampadaire parce qu'il y a la vitre, elle bloque une partie du rayonnement. Il n'y a que 900 lumens qui sortent. Voilà, c'est classique. 10% sont perdus par rapport à la lampe que l'on met dans un luminaire. Si ces 900 lumens tombent sur 1 mètre carré, alors on aura 900 lux. On aura un éclairement très fort parce que toute la lumière est concentrée sur 1 mètre carré. Si cette même lampe, dans un luminaire qui étale davantage notre flux de 900 lumens qui sortent là par la vitre, et par exemple ça éclaire, ça tombe sur 1000 mètres carrés, alors là on a 0,9 lux. En fait, l'éclairement, c'est le nombre de lumens divisé par le nombre de mètres carrés. Donc là, 900 lumens divisé par 1000 mètres carrés, on a 0,9 lux. Donc on voit qu'avec la même lampe, je n'ai pas cliqué sur ce qu'il fallait, j'ai plein de liens dans ma présentation. Je reviens avec ma présentation. Donc on voit qu'avec une lampe de 1000 lumens, en fait, on peut avoir tous les éclairements. On peut avoir du suréclairement ou au contraire des niveaux d'éclairement très bas.
Mais le législateur ne s'est pas intéressé à ça. Le législateur, il s'intéresse à la quantité de lumière qu'on amène dans l'environnement. Après, comment on l'étale sur le sol, peu importe. Et il a introduit la notion de DSFLI, qui est la densité surfacique de flux lumineux installé. Et finalement, c'est la quantité de lumière qu'on vient d'amener par rapport à une surface que l'on souhaite éclairer. Là, on souhaite éclairer 100 mètres carrés. Voilà. Dans les deux cas, on souhaite éclairer 100 mètres carrés. Et on a amené 1000 lumens. La DSFLI, ce sont ces 1000 lumens divisés par la surface que l'on souhaite éclairer. Donc ici, on a une DSFLI de 10, 1000 lumens dans la lampe, 100 mètres carrés que l'on souhaite éclairer. Donc, on est venu avec 1000 lumens pour éclairer 100 mètres carrés. Donc, on a une densité surfacique de 10 lumens par mètre carré. Et c'est indépendant du niveau d'éclairement que l'on obtient. À gauche, on suréclaire un point et le reste est dans le noir. À droite, on éclaire uniformément, mais à très bas niveau, et on perd beaucoup de lumière autour de la surface que l'on souhaitait éclairer. Peu importe, le législateur n'a pas regardé ça, il regarde simplement que vous êtes venu avec 1000 lumens pour éclairer 100 mètres carrés. Et donc là, vous avez une DSFLI de 10. Voilà comment est plafonnées les quantités de lumière selon l'arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelles sont les valeurs qui sont dans l'arrêté? L'arrêté, on vient de voir à l'instant qu'on avait une DSFLI de 10. J'avais 1000 lumens pour 100 mètres carrés, ça m'a fait 10. En fait, l'arrêté a mis un plafond de 35. Ça veut dire que les deux configurations de cette planche sont conformes à l'arrêté. J'ai beau avoir 900 lux à gauche et 0,9 lux à droite, la seule chose que l'on regarde, c'est qu'on a 10 lumens par mètre carré en moyenne, voilà, qui sont portés par notre luminaire. Et donc ici, on a 10. Le plafond réglementaire, c'est 35. Donc c'est beaucoup, c'est trop. Là, on a ici un boulevard, vous voyez, on est à 22. Alors, comment on a trouvé 22 pour ce boulevard? Eh bien, avec les mêmes divisions dont je parlais à l'instant. On a une surface ici, alors que j'ai repéré, qui fait 15 680 mètres carrés. À Paris, on a un open data qui nous permet de connaître tous les luminaires d'une rue. Donc là, j'ai relevé que sur cette surface, on avait 34 luminaires avec des lampes de 8590 lumens, 34 luminaires côté trottoir avec des lampes de 1710 lumens. J'ai sommé tout ça, 34 fois 8590, ça me fait 350 000 lumens. Rapporté à 15 680 mètres carrés, ça me fait 22 lumens par mètre carré. Voilà la DSFLI. On ne va pas du tout regarder les éclairements, si c'est 30 lux, 40 lux ou 1 lux. Non, c'est combien j'ai amené de lumière pour quelle surface. Et là, je vois que je n'ai pas dépassé le quota que m'a attribué l'arrêté. Donc, on est à 22 pour 35 de plafond. Donc, je suis dans les clous. Cette installation est conforme. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour les parcs de stationnement, c'est moins, c'est 25. Pour les bâtiments non résidentiels, donc là, on est sur de l'éclairage de façade. Donc, typiquement, il faudrait relever la surface de la façade et voir les lampes des projecteurs qui éclairent la façade, sommer les lumens de ces projecteurs et constater si on est bien à 25. Donc, voilà comment est réglementée la quantité de lumière dans l'arrêté. Alors, où est-ce qu'on trouve la quantité de lumière des lampes si on n'a pas nous-mêmes acheté le luminaire? Alors, c'est vrai qu'on trouve ce flux des lampes, on le trouve sur les cartons d'emballage des luminaires, mais il faut être là au moment où on déballe les luminaires. On le trouve aussi dans les fiches techniques sur Internet. Si on a repéré le modèle de luminaire, on va pouvoir retrouver sur Internet finalement les flux des sources. On a également des QR codes, mais ils sont inaccessibles malheureusement. Ils sont trop hauts, trop loin. Il faudrait pouvoir monter sur une échelle pour aller faire la photo. Là, j'ai fait la photo avec un téléobjectif. Alors, effectivement, quand on flash le QR code, on a tout ça qui s'affiche sur son téléphone. Donc, ça y est, on a le flux de la lampe. On a aussi la température de couleur, d'ailleurs. Et donc, avec ce flux de lampe, on pourrait en déduire si l'installation est conforme. Mais encore faut-il accéder à ce QR code qui est trop loin des yeux, trop loin des objectifs. Si on a accès au projet, c'est-à-dire que pour une nouvelle installation, là c'est par exemple un parvis SNCF, où on a refait
l'installation, bon, eh ben, on a un dossier du projet. Et dans ce dossier, on va retrouver l'implantation des luminaires, les caractéristiques des luminaires. Et donc, si on a accès au projet, on va trouver que les flux des sources, voilà, on va les trouver. Et connaissant la surface du parvis, connaissant le nombre de lampadaires, on multiplie tout ça, on divise par la surface du parvis. Et donc, on va pouvoir se comparer à notre plafond de 35 lumens par mètre carré. Est-ce qu'on est en dessus ou en dessous? Le problème aujourd'hui, c'est que c'est des affaires de commerce et de business. Les installateurs qui viennent nous mettre de nouvelles installations d'éclairage cherchent à se mettre au plus près du plafond, c'est-à-dire cherchent à se mettre très près des 35. Ça leur permet de vendre plus de lampadaires parce qu'effectivement, si on a 2 lampadaires, on va doubler la DSFLI, on va doubler le nombre de lumens au même endroit si on double le nombre de lampadaires. Donc l'intérêt commercial fait qu'on va maximiser le nombre de lampadaires tout en cherchant à être en dessous de 35. Donc on a beaucoup aujourd'hui d'installations qui sont entre 30 et 35 et on ne propose pas aux élus ou aux privés même des installations à 20, des CFLI de 20 ou de 15. Voilà. Donc ça c'est un travers de cette réglementation, mais ce n'est pas dû à la réglementation. On a quelqu'un qui cherche à vendre le plus de matériel possible tout en restant dans les clous. Une autre manière aussi d'imaginer, enfin d'estimer les quantités de lumière émises par ces LED, ces modules LED, c'est de regarder combien il y a de points jaunes. Quand on regarde les luminaires LED, on a souvent ce genre de barrettes qui sont là à l'intérieur du luminaire. On les voyait là, hein, vous les voyez là, les barrettes. Et vous voyez ces points jaunes. Et ça, les points jaunes, c'est chaque point jaune, c'est une LED. Et donc, les LED, aujourd'hui, elles ont un rendement lumineux entre 200 et 250 lumens par LED. Donc là, vous avez 8 LED. Donc, ça vous fait 2000 lumens. Voilà, typiquement, cet élément-là va envoyer 2000 lumens, typiquement. Donc, c'est une estimation parce que, voilà. Mais là, on voit même sur des catalogues de documentation où il y a justement qui se rapportent à ces 2 barrettes. Là, on a 8 LED et on a 2000 lumens. Voilà, 2000 lumens, 12 LED, 3000 lumens. Donc, vous voyez, ça, c'est une règle du pouce hein, pour estimer le nombre de lumens qui sort d'un lampadaire. Et la surface à éclairer, ce n'est pas n'importe quoi non plus. C'est la chaussée, les trottoirs, mais pas les abords. C'est là où on met, c'est la surface utile qui porte les déplacements, les personnes, les biens. Mais ce n'est pas le talus, le fossé, etc. Donc, voilà, hein, quand on parle de surface à éclairer, voilà ce qui est dans la notice explicative du ministère. Il faut, je disais, aujourd'hui, les installateurs ont tendance à forcer un peu sur le nombre de lampadaires et la puissance des lampadaires. Donc, FNE fait la promotion de cette étiquette-là, qui dit qu'au-delà de 25, qui était le plafond pour les parcs de stationnement d'ailleurs, hein, 35, c'est le plafond de la voirie, mais on considère que 25, c'est déjà énorme, sachant que là, vous avez le boulevard Saint-Germain à Paris qui est à 22, donc on voit mal pourquoi, voilà, 25, on va dire qu'on est dans le rouge, on commence à éclairer au-delà des boulevards parisiens. Cette échelle, elle a été un peu conçue en s'inspirant aussi des pratiques allemandes, où les centres-villes des grandes villes allemandes sont souvent en dessous de 10, plutôt entre 5 et 7. Donc, on va dire que, j'aurais pas dû cliquer, voilà, j'ai cliqué sur le lien, je reviens, hop, cette présentation est pleine de liens. Donc voilà, ce sont ces niveaux des grandes villes allemandes qui ont motivé, je dirais, les basses valeurs de cette étiquette. Et cette étiquette, c'est aussi un argument de discussion. Voilà, c'est un élément de discussion si on est en face d'un projet, comme je le présentais tout à l'heure. Si on est invité dans une phase projet, on peut dire, écoutez, FNE a pondu une étiquette environnementale qui est relativement reconnue. Pourquoi est-ce qu'on ne viserait pas plutôt que la classe G? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers la classe E ou D? Voilà, c'est un peu un challenge pour l'installateur qui va... Moi, je sais que pour le parvis, il a révisé son projet et on a gagné une classe. Voilà, parce que je lui ai dit, essayez de faire un effort et ne restez pas sur les valeurs initiales de votre projet. Autre aspect de la réglementation,
en gros, il est interdit d'émettre de la lumière vers le haut. Ça vaut aussi à proximité des milieux aquatiques. Tout ce que je dis, ça vaut voilà, tout le monde est dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? Elle dit qu'on doit avoir moins de 1% vers le haut, valeur catalogue, c'est-à-dire que ça, c'est une contrainte qui s'applique essentiellement pour les fabricants. Donc, aujourd'hui, dans les catalogues, normalement, on n'a plus que ce type de modèles, sauf s'ils sont pour l'export. Et vers le bas, il y a aussi une autre contrainte, c'est que 95% doit être émis dans 75 degrés. Tout ça, ce sont des contraintes fabricants, donc à la limite, c'est invérifiable, on ne s'en occupe pas. Ceci dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques modèles qui sont très suspicieux parce qu'on est sur de l'autocertification des fabricants. Et je ne suis pas toujours convaincu qu'ils respectent bien ce 1%. J'ai des gros doutes et là, il y a quelque chose à faire, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Il faut voir aussi qu'on a une tolérance de 4% une fois installé sur site, parce qu'on est éventuellement sur un support incliné. Et donc, s'il est un peu incliné, l'installateur a droit à 4% vers le haut. Autre chose aussi, par exemple, les modèles, les lanternes de style, aujourd'hui, elles sont dans un régime de dérogation, parce que les lanternes de style, elles émettent plus de 1% vers le haut. Donc, vraiment, ce modèle de style, on ne voudrait pas le voir à côté d'un milieu aquatique, parce que ce modèle de style est déjà en dérogation. Il émet trop vers le haut, trop à l'horizontale. Donc, il est en dérogation jusqu'en 2024. Alors, il faut savoir qu'il y a des modèles de style qui sont conformes et qui sont conformes sans dérogation. Ce sont les modèles qui n'ont pas de vitre. Donc, si on commence à installer, si on veut, du modèle de style à côté d'un bord d'une rivière ou d'un fleuve, il faut vraiment être vigilant, ils ne doivent pas avoir de vitre. Sinon, ils sont en dérogation, ils émettent déjà plus que ne le permet l'arrêté dans un cadre général. Autre chose aussi sur cette orientation des flux lumineux, on a une obligation de réglage qui, elle, est rétroactive sur les anciennes installations, c'est-à-dire que tout ce qui est voilà, projecteur braqué comme ça doivent être remis à l'horizontale pour satisfaire les moins de 4%. Ceci étant, si vous êtes dans une démarche vers, voilà, c'est mon cas. Là, il y avait ce parking-là qui avait ces projecteurs qui étaient braqués à 45 degrés. Plutôt que de dire au gestionnaire de ce parking, plutôt que de lui dire vous devez respecter moins de 4% vers le haut, je lui ai dit mettez vos projecteurs à l'horizontale, vous serez conforme. Voilà. Parce que le 4%, il est immesurable. Il ne faut pas le confondre avec 4 degrés. Ça ne veut pas dire que le projecteur est incliné de 4 degrés. Non, ça veut dire qu'il y a 4% de la lumière qui part vers le haut. On n'en sait rien, 4%. C'est invérifiable. Donc, dans une démarche où on discute pour faire régler des projecteurs ou des lampadaires ou n'importe quoi, là, c'est un lampadaire, hein, il faut dire, écoutez, mettez-vous à l'horizontale et vous serez conforme. Voilà. Et ça, je dirais, ça, ou dans une position quasi horizontale. Voilà. Et là, on est sur des, voilà, partout où il y a la Croix-Rouge, on est sur des installations qui doivent être réglées. Il y a une obligation de réglage et qui court depuis maintenant pratiquement 3 ans, non, 2 ans. Voilà un florilège d'installations qui doivent être réglées, hein, que j'ai fait dans un patelin à côté de chez moi. Donc voilà, tous ces projecteurs sont en infraction, tous ces projecteurs doivent être réglés. Et donc, le mot d'ordre, c'est mettez-les à l'horizontale et vous serez conforme. Les extinctions, très bref, en fait, on a quelque chose qui complète l'arrêté du 25 janvier 2013. Le 25 janvier 2013, alors, il y a eu tout un foin récemment avec, je dirais, le gouvernement qui a dit, ça y est, on va éteindre les vitrines. Mais c'est déjà obligatoire depuis le 25 janvier 2013. Donc, c'est invraisemblable, cette histoire de remettre ça sur le tapis en disant on a fait une nouvelle loi. Alors, si, je comprends le truc. Autrefois, cette loi ne s'appliquait pas aux agglomérations de plus de 800 000 habitants. Alors, ça doit faire 3 villes en France, là, je ne sais pas. Donc, maintenant, Paris, Marseille et Lyon sont concernés aussi. Mais l'extinction des vitrines à 1h du matin, c'est depuis 2013. L'extinction des mises en lumière, c'est depuis 2013. L'extinction des ponts sur les rivières, c'est depuis 2013, à 1h du matin. Et ça, c'est important. Vu qu'on est sur le domaine aquatique, il faut savoir que voilà, on n'a pas le droit d'éclairer un pont après 1h du matin.
Je veux dire l'éclairage de mise en lumière, je ne parle pas de la voirie. Mais alors, ce qui est très intéressant et qui est nouveau et qui est depuis 2018, c'est que tous les éclairages dans des espaces clos, donc liés à une activité économique, c'est-à-dire une entreprise qui est close, doit éteindre sans activité, une fois que le dernier salarié est parti, doit éteindre 1 heure après la fermeture. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire que toutes les zones d'activité commerciale de nos périphéries d'agglomération doivent être éteintes, en gros, 1 heure après la fermeture des entrepôts, des usines, des zones commerciales qui sont clôturées, etc. Autre chose aussi, c'est que les parcs de stationnement annexés à une zone d'activité, donc tous les parcs de stationnement de supermarchés, de zones commerciales, etc., de stades, de piscines, de l'école, etc., ou d'une entreprise, voilà, on est sur des parcs de stationnement annexés à un lieu ou zone d'activité, doivent être éteints 2 heures après la cessation d'activité. Et ça fait des économies d'énergie bien plus importantes que ce dont on nous a bassiné là depuis un mois avec l'histoire des vitrines et des machins qui vont être enfin éteintes pour faire des économies d'énergie. Là, on a déjà un arrêté qui court depuis 2 ans et qui n'est pas respecté. Et là, le potentiel d'énergie est très important. La couleur de la lumière, on a un régime général qui impose, alors ça c'est unique au monde, hein, il n'y a que la France qui a ça, donc on peut être fier malgré tout de cette réglementation française. Elle interdit la lumière blanc-bleu dans nos rues et sur le domaine public comme privé. Alors 3000 cas, voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. On a très très peu de cas de figure où on doit aller plus loin, les cœurs de parcs nationaux et les réserves naturelles seulement, où on doit aller plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces températures? Ça veut dire ça. Donc là, on est sur le parc historique, on était à 2200 cas. Alors c'est vrai qu'il y a une régression parce on a tendu vers la lumière blanche, donc on a du bleu, parce que dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça y est, maintenant on a du bleu. Pour faire du blanc, il faut du bleu. Et donc, on voit effectivement, alors bon, ça, c'est des capteurs qui sont impartiaux, mais l'œil a vraiment un sentiment de plus grande blancheur que ces images-là qui sont très, très objectives quelque part. Et donc, voilà ce que veut dire 3000 cas. Voilà ce que veut dire 2700 cas. C'est quand même un peu plus chaud. Et 2200, qui est le parc historique, hein, c'est très jaune. Et là encore, dans une négociation, notamment à proximité des milieux aquatiques, il ne faut vraiment pas hésiter à pousser vers les valeurs 2004, 2002 ou 2000. Par exemple, aujourd'hui, le parc naturel régional du Gâtinais ne subventionne que les projets à moins de 2004. Et comme toutes les communes cherchent les subventions, on a là 55 communes dans le parc naturel du Gâtinais, en région parisienne, qui se dotent de l'aide 2400 cas. Voilà. Alors, maintenant, voilà, ça c'était le régime général. Donc, ce régime général, il vaut pour tout le monde, y compris le milieu aquatique. Et le milieu aquatique, il a quelques contraintes additionnelles, mais qui sont, il n'y a pas grand-chose en fait, hein, de spécifique au milieu aquatique, mais ça reste quand même assez important. Qu'est-ce qui est écrit? Les installations d'éclairage n'éclairent pas directement les cours d'eau. Voilà. On ne doit pas envoyer la lumière ne doit pas frapper les surfaces aquatiques, sauf dans le cas de prescription du Code du travail concernant les professions de manutention portuaire. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire. La lumière ne doit pas frapper directement. C'est-à-dire, si vous étiez dans l'eau, vous ne devez pas pouvoir voir les lampes. Voilà. Les lampes doivent vous être masquées si vous êtes dans l'eau. Alors, pas besoin d'aller dans l'eau. En fait, il suffira de regarder le reflet dans l'eau. Si le reflet dans l'eau, on voit la lampe, ça veut dire que l'installation est en infraction. Alors, dans ce court paragraphe, il y avait quelques interrogations. Notamment, on nous dit n'éclaire pas les cours d'eau, le domaine public fluvial, les plans d'eau, les lacs, les étangs, le domaine public maritime. C'est quoi les plans d'eau? Alors, les plans d'eau, je ne savais pas ce que c'était et je me suis aperçu qu'un sénateur avait posé la question parce qu'il ne savait pas non plus. Il a posé la question il y a assez longtemps, c'était j'arrive pas à lire, 2013 alors, ou je ne sais plus. Bref, c'est quoi un plan d'eau? Et on lui a répondu, c'est une eau close avec absence de passage naturel du poisson. Voilà ce que c'est un plan d'eau réglementairement. Et ça joue beaucoup en pisciculture, la réglementation de la pêche, etc. Donc les plans d'eau, voilà, c'est écrit dans le marbre. Hein. À l'évidence, le rédacteur de notre arrêté n'avait pas ce statut en tête.
Parce que là, on voit plan d'eau. Bon, OK, c'était peut-être une eau close avec absence de passage naturel du poisson, mais un peu plus bas, on voit que sont exclus du champ de cet article les installations portuaires, y compris le plan d'eau immédiatement adjacent. Et là, moi, je me dis que pour le rédacteur de notre arrêté, le plan d'eau, c'était l'eau au niveau du quai. Et j'ai l'impression que voilà, ce plan d'eau, pour moi, il n'a pas la valeur que l'on retrouve par ailleurs dans le code de l'environnement ou le code de la pêche ou que sais-je. Donc ce plan d'eau, il ne faut pas trop... c'est une déclinaison des milieux aquatiques, mais je crois qu'il ne faut pas lui donner plus de signification. Autre chose, on nous dit, sauf dans le cas des prescriptions du Code du travail. Alors moi, je n'ai pas trouvé grand-chose sur les prescriptions du Code du travail. J'ai trouvé quelque chose de très, très général qui est assez connu, c'est que dans le Code du travail, il est dit que là où les travailleurs circulent, on doit assurer 10 luxe. Voilà. Et il faut voir que, alors je l'indique ici, ces 10 luxe, ils sont compatibles du 35 lumens par mètre carré de dotation. C'est-à-dire que si vous amenez 35 lumens pour éclairer votre mètre carré, vous arriverez à avoir 10 luxe. Vous vous souvenez du premier schéma où j'expliquais la DSFLI, où j'avais 1000 lumens et j'avais d'un côté malheureusement réussi à faire 0,9 lux, mais je serais très facilement arrivé à faire 10 lux. Voilà. Donc, en fait, on peut avoir cette compatibilité entre 35 lumens par mètre carré de DSFLI comme quota et les 10 lux de résultats sur les voies de circulation. Par contre, les espaces extérieurs où les travailleurs travaillent, alors là, le Code du travail dit qu'on doit assurer 40 lux. Et ça, c'est incompatible avec les plafonds de 35 lumens par mètre carré. On ne peut pas faire 40 lux avec une lampe de 35 lumens, c'est impossible. Donc là, on est non couvert, je dirais, on est hors du cadre de l'arrêté qui nous occupe ce soir, en vertu de, sauf dans le cas de prescription du Code du travail. Voilà. Donc le Code du travail sera supérieur à notre arrêté, mais j'ai envie de dire, il ne sera supérieur qu'ici. Parce qu'ici, effectivement, on ne peut pas avoir compatibilité entre l'arrêté de 2018 et le Code du travail. Donc là où les travailleurs travaillent, OK, on n'ira pas intervenir et dire qu'on est en infraction. Alors, autre point qui concerne les milieux aquatiques, et c'est le dernier, donc vous avez vu, hein, on n'éclaire pas directement le milieu aquatique. Et deuxième point, afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la mer, donc c'est la mer, hein, ce n'est pas les milieux aquatiques, c'est simplement la mer, toute nouvelle installation, tiens, ça me fait penser à un truc. Vous voyez, là, je percute avec vous sur le fait que c'est vraiment que la mer. C'est-à-dire que si demain, on refait l'éclairage d'un pont, ce petit paragraphe ne vaut pas, parce qu'il ne vaut que pour la mer. Hein. Alors, ceci dit, il ne vaut pas. C'est-à-dire, on dit limiter la visibilité des points lumineux, toute nouvelle installation d'éclairage en zone littorale est visible depuis la mer, est orientée d'eau. Voilà, le luminaire est orienté d'eau à la mer, et il est équipé d'un dispositif qui va masquer un abat-jour pour supprimer l'éclairage vers le DPM et éclaire uniquement la surface terrestre utile. Ouais, ça se tient. Il faut vraiment faire de la jurisprudence avec ces paragraphes qui se répondent l'un à l'autre. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'ici, les installations d'éclairage n'éclairent pas directement les cours d'eau, le domaine public maritime. Donc, en fait, là, c'est un peu ceinture bretelle parce que on vient de dire précédemment, si je suis dans l'eau, je ne vois pas le point lumineux puisque n'éclaire pas directement, ça veut dire que la lumière ne tombe pas directement sur l'eau. Et là, paragraphe d'après, on nous dit les points lumineux, je ne les vois pas depuis l'eau. Oui, ben ça, c'est un peu une répétition. Hein. Donc, alors, par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de toute nouvelle installation d'éclairage. Donc, ce n'est pas que la voirie ou l'éclairage, les mises en lumière, etc. C'est toutes les installations. Donc, on a aussi, par exemple, les éclairages de chantier. Les éclairages de chantier ne doivent pas être vus depuis la mer. Et là, il y a
toutes les installations, toute nouvelle installation d'éclairage. Donc, c'est éclairage de parc et jardin, éclairage de parking, etc., parc de stationnement. Toute nouvelle installation ne doit pas être visible depuis la mer. Alors que ici, je fais un peu la jurisprudence avec vous. Les installations, là aussi, c'est toutes les installations aussi, finalement. Les installations d'éclairage n'éclairent pas. Ouais. Bon. Il faut faire des allers-retours incessants entre les paragraphes. Et autre point aussi, c'est le calendrier de mise en application de cette affaire-là. Alors, l'article 8, c'est le calendrier. Alors, je vous ai proposé un résumé, j'espère ne pas me planter. Mais quand on décode tout ce qui est dit, voilà ce qu'il faut retenir du calendrier et de la rétroactivité. Les prescriptions rétroactives applicables à toutes les installations, c'est le réglage, ce qu'on a vu tout à l'heure, les projecteurs qui doivent être à l'horizontale. Donc, on a quelque chose qui est complètement rétroactif, c'est un réglage, correction, éventuellement des installations, parce que l'on doit satisfaire, alors là, je l'ai rappelé juste au-dessus, on doit satisfaire que les installations d'éclairage n'éclairent pas directement les cours d'eau. Donc, si on a une installation qui éclaire un cours d'eau, en fait, on est rétroactif, sauf pour la voirie publique ou privée. C'est écrit ici, les dispositions du 5 de l'article 4, à l'exception des installations destinées à favoriser la sécurité des déplacements des personnes et des biens. Donc, c'est la voirie. Donc, en fait, aujourd'hui, aucune installation de lumière ne peut avoir ses lampes visibles depuis l'eau, sauf si cela émane de la voirie publique ou privée. Par contre, les nouvelles installations, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2020, alors là, même la voirie est concernée. Donc aujourd'hui, si on refait l'éclairage de la chaussée sur un pont, alors voilà, si on a un éclairage sur un pont, si cet éclairage date d'avant le 1er janvier 2020, on peut voir les lampes depuis le fleuve ou la rivière. Par contre, si on refait l'éclairage de la chaussée aujourd'hui sur un pont, on n'a plus le droit de voir les lampes depuis l'eau. Et c'est pour la voirie. Pour toutes les autres types d'installations, chantiers, parcs de stationnement, c'est aujourd'hui, si on ne peut pas corriger ça, il faut même désinstaller, c'est rétroactif. En fait, cette prescription-là de non-visibilité des lampes depuis le milieu aquatique, elle est très forte parce qu'elle est rétroactive. Et ça, je crois que ça a échappé, ça avait été porté par le CEREMA et Samuel Busson, et il ne s'en est même pas rendu compte, en fait. C'est après, il s'est dit, mais j'ai demandé de la rétroactivité. Et effectivement, ça a été retranscrit tel que par les rédacteurs. Et aujourd'hui, on est sur, je dirais, une des rares, sinon la seule, prescription rétroactive. Quelques exemples, et j'en aurai fini. Ça a été repris par la campagne Allo Allo. Donc là, on voit des éclairages directs puisqu'on a un reflet parfait des lampes de nos luminaires. On ne voit pas le luminaire, mais on voit bien la lampe. Mais on est conforme parce que probablement c'est une installation ancienne et elle émane de la voirie. Donc si elle est ancienne et qu'elle émane de la voirie, on n'a pas besoin de corriger. Par contre, ici, là, on voit des reflets de lampes qui sont sous les arches. Là, on est sur de la mise en lumière. Là, on est en infraction, on a une obligation de correction. Par contre, ça, c'est autorisé. Vous voyez, là, on voit le reflet de l'arche. Ça, ce n'est pas de l'éclairage direct. Ce qui est interdit, c'est l'éclairage direct. Là, on est sur de l'indirect. Là, ce reflet que je vois, ce n'est pas le reflet des lampes, c'est le reflet de l'arche. Donc ça, ce n'est pas concerné par l'arrêté. L'arrêté ne s'intéresse qu'à ces points-là, qui sont les lampes et que je vois dans l'eau. Ici, pareil. Alors là, on a d'éclairage indirect, on voit les piles de pont. Alors ça, voilà, c'est conforme, là, il n'y a rien à dire. Là, on a de l'éclairage direct, là, mais ce n'est pas clair. Là, on voit des éclairages qui pourraient sembler indirects, mais puissants, on ne sait pas trop.
Mais quand on arrive au bout là-bas, là, on les voit, les lampes dans l'eau. En fait, ces éclairages-là qui sont un peu cachés quand on est près, quand on est loin, ils se dévoilent. Ils se dévoilent, on en voit le reflet dans l'eau, donc ils sont en infraction. On a obligation de correction. Et comme ce dispositif-là, ben, il court là tout du long, là, sauf que là, on ne le voit pas parce qu'on est trop près. Mais si on était si on était par là, on verrait la lampe. Voilà. Donc là, on est en effraction. Et là-haut, bon, on voit ici, là, on voit les reflets des lampadaires. Là, on voit les lampes, mais c'est conforme parce que c'est issu de la voirie et que c'est probablement ancien. Par contre, si c'était un éclairage de chaussée récent, là, il faudrait être vigilant pour ne plus voir le reflet des lampes dans l'eau. Là, on est sur un exemple qui apparemment est conforme, parce que, bon, alors là, l'eau est un peu turbulente, alors le reflet, je dirais, il faudrait un peu se poser pour voir. Mais bon, on va jouer le jeu, on va dire là, je ne vois que des reflets du résultat de la mise en lumière des piles, des arches, voilà. Donc là, on pourrait penser que l'éclairage de ce pont est conforme. Il n'empêche, je le disais tout à l'heure, que cet éclairage doit être éteint à 1 heure du matin. Hein, c'est de la mise en lumière, elle doit être éteinte à 1 heure du matin. Là, on est en bord de mer, on va dire, c'est un port. Alors là, on a de l'éclairage direct, alors je le précise, conforme s'y installé le 1er janvier 2020, parce que là, on est sur de la voirie. Hein, c'est le quai, là, voilà, où on va se promener. On voit très, très bien les sources dans l'eau. Voilà, c'est conforme si ça a été installé avant 2020, c'est en infraction et doit être démonté si ça a été installé après le 1er janvier 2020. Là, on a de l'éclairage indirect. Hein, là, on a, je veux dire, là, de l'éclairage de façade aujourd'hui, c'est plus possible avec l'interdiction d'émettre plus d'1% vers le haut. Hein. Mais là, on dirait qu'on a des boules. Alors évidemment, les boules, ben, ça éclaire indifféremment vers le haut et vers le bas. Alors ça, c'est quelque chose de très récent. C'est à Caen. Ça date de après le 1er janvier 2020. Et là, on voit que l'aménageur, il connaissait l'arrêté et il a tout fait pour respecter l'arrêté. Parce que finalement, là, on est un peu à hauteur de mare et on ne voit pas vraiment les sources, parce que si on voyait les sources, ça serait un peu comme ces 3 points. Là, voilà, les 3 points, on voit les sources. Là-bas, on ne respecte pas le 1% vers le haut. Ici, j'ai le sentiment qu'on respecte le moins de 1% vers le haut. On voit aussi que l'installateur a été extrêmement attentif à ne pas éclairer le domaine terrestre du littoral, ce qui est interdit dans l'arrêté. Dans l'arrêté, il est dit on ne doit pas éclairer le domaine public maritime, partie terrestre et aquatique. Et là, on voit qu'il a fait tous les efforts possibles pour ne pas éclairer la plage. Donc, bon, on va dire que ouais, la plage est dans le noir. On voit là les petites cabanes, elles sont bien dans le noir. Et puis là, bon, cette vue générale, on ne voit pas les points lumineux, donc vraiment la lumière est braquée au sol. Alors, c'est discutable, hein, ce truc-là, hein, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est en infraction ou pas en infraction. Là, vu sur les photos, j'ai envie de dire, ben, ils se sont conformés à la réglementation. Et dernier exemple, c'est un time-lapse pourri, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, on est à Biarritz, et là, on est en infraction, et là, il faut corriger aujourd'hui, parce que voilà, alors, non, mais en plus, là, j'ai mis conforme à la réglementation si destinée à la sécurité des déplacements. Mais je ne suis même pas sûr de mon coup, parce que je viens de dire à l'instant, on n'a pas le droit d'éclairer le domaine public maritime, partie terrestre et aquatique. La partie terrestre, c'est la plage. Je n'ai pas le sentiment, maintenant, voilà, je me relis ce soir avec vous, je n'ai pas le sentiment qu'on puisse dire que ça, c'est de la voirie. Voilà, ça pour moi, ce n'est pas de la voirie, ce n'est pas destiné à la sécurité des déplacements. Voilà, la voirie, elle est là-haut, elle est sur le quai. Donc pour moi, cet éclairage-là, il est direct en infraction. C'est de la mise en lumière, c'est interdit. Voilà. Donc là, j'ai été un peu Oups là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est nous qui sommes plus là.
Est-ce que vous nous entendez? Ah oui, on entend. On a reperdu Pierre. Bon, on va attendre qu'il revienne pour poser les questions. C'est assez technique cette partie, mais c'était l'objet de notre webinaire de ce soir, c'était de faire monter en compétence en fait tout le monde. On va pas durer beaucoup plus longtemps là. Après, on va poser quelques questions. Jeanne va vous expliquer vraiment nous l'objectif de cette campagne en fait, c'est vraiment de nous faire remonter du coup les signalements de ces éclairages. Comme on a vu, c'est assez compliqué parce que voilà, on découvre cette réglementation, de comprendre qu'est-ce qui est réglementaire ou non. Nous, l'objet vraiment de ce temps-là qu'on a passé ensemble, c'était de comprendre les tenants et aboutissants de la réglementation, de comprendre ses limites. Et après, l'objectif de la campagne, c'est d'avoir un maximum de signalements sur le territoire du bassin Adour-Garonne. Donc, on invite vraiment tout le monde à nous rapporter des données et ensuite, ce sera à nos juristes de les traiter. Et c'est pas grave si c'est réglementaire ou non, en fait, parce que il n'y a pas de souci. On veut juste un maximum de photos d'éclairage des cours d'eau. Peut-être qu'on va passer la parole à Jeanne, comme ça, elle va vous expliquer vraiment ce qu'on attend à travers la campagne. Et puis, il y a Pierre qui revient. Ah, alors, Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai perdu. tu nous as perdu quand tu râlais sur Biarritz. Ah bon, alors, ok, juste à la fin. Donc, j'ai encore perdu ma connexion, mais bon, c'est pas grave. Oui, Ouais. Biarritz, c'est une infraction totale. Est-ce que tu veux conclure avec ton PowerPoint ou on passe aux questions? Non, on passe aux questions. Voilà, j'ai tout raconté. C'était bien de finir sur Biarritz en plus parce que c'est sur le bassin Adour-Garonne, donc c'est vraiment parfait. Alors, j'étais en train de dire que c'était quelque chose d'assez technique du coup, mais c'était l'objet de ce webinaire, c'était d'aller un peu dans le fond de la technicité. L'objectif, c'est pas qu'on soit des spécialistes, mais c'est de se poser ces questions-là. Et après, on va conclure sur la campagne. Moi, je vais poser les questions du coup qui étaient dans le chat. Il y a Agnès qui a posé une question sur la DSFLI auquel tu as un petit peu répondu via les étiquettes environnementales, mais là, elle a reformulé. Elle a dit, pour ma question sur la DSFLI, je voulais savoir quelles mesures de l'éclairement auraient été plus pertinentes. L'éclairement moyen, par exemple, et comment gérer les 20 lux des PMR avec ces DSFLI. Donc là, il y a une double question et la question des normes pour les personnes à mobilité réduite. Oui, on aurait pu faire la genèse de l'éclairement ou de la DSFLI, ça serait trop long à expliquer. Il y a des motivations. En tout cas, la DSFLI, c'est vraiment une mesure de la quantité de lumière qu'on envoie dans l'environnement. Et on ne veut pas savoir si elle atteint la surface ou si elle atteint les abords. On plafonner les quantités de lumière. C'est comme si les lumens, c'est comme des watts. Hein. La DSFLI, c'est comme des watts. On a des mètres carrés à chauffer, on a droit à tant de watts et point barre. Maintenant, si on a laissé les fenêtres ouvertes, tant pis pour nous. Et la DSFLI, c'est ça. Alors, question PMR, on peut facilement atteindre 20 lux moyens avec une DSFLI de 35. C'est compatible. Donc, un véritable éclairagiste, il sait concevoir une installation qui est en dessous de 35 pour la DSFLI et à 20 pour les PMR. Il n'y a pas de contradiction. Les deux sont compatibles. Ok, et peut-être à la question, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait été plus pertinent que la DSFLI? Ça, c'est un peu une question qu'on se dit, comment est-ce qu'on aurait pu améliorer la réglementation? Est-ce que tu as une idée? Alors, je vais vous dire, la DSFLI, c'est moi qui l'ai porté. Je n'aime pas du tout le terme DSFLI. Moi, j'appelais ça puissance lumineuse moyenne. C'était un petit peu plus clair. Non, la motivation, c'était de limiter les quantités de lumière et pas aller regarder les éclairements. Alors, les éclairements, ça pourrait être un garde-fou. On pourrait, en plus, dire, par exemple, il est interdit d'éclairer à plus de 30 lux, en plus. Mais pour moi, il n'y a pas de substitution parce que
regardez tout à l'heure, finalement, je balançais autant de lumière dans l'environnement, mes 1000 lumens du premier schéma. Dans les deux cas, je balançais 1000 lumens dans l'environnement. Et il est là le problème. Je suis en train d'envoyer 1000 lumens dans l'environnement. Sauf que dans un cas, j'avais 900 lux. Dans un autre, j'avais 0,9 lux. Je m'en fous du 0,9 ou du 900 lux. Le problème, c'est que j'ai envoyé 1000 lumens de lumière artificielle dans l'environnement. Et c'est ça que je souhaitais plafonner, les quantités de lumière qu'on balance. Alors, c'est vrai qu'après, il y a toute la difficulté de contrôle. Et la DCFLI, quand on a un open data, c'est facile. Avec la DCFLI, on n'a pas besoin de luxmètre. Hein. Pour mesurer des éclairements, il faut sortir avec un appareil. La DCFLI, on n'a pas besoin de sortir avec un appareil. La DCFLI, il faut avoir accès à l'information que la mairie est obligée d'avoir eu, d'ailleurs, parce que c'est l'article 5, les mairies, les privés doivent avoir le dossier de leur installation. Dans le dossier, il doit y avoir les lumens de chaque lampe. Donc, avec un dossier papier, on est capable de calculer la DSFLI. Alors que les luxe, il faut un appareil. Ouais, c'est ça. C'est ça le bénéfice d'avoir réglementé la lumière à la source. C'est que, voilà, c'est la lumière à la source. Et puis, c'est la quantité de lumière qui part dans l'environnement. Tant pis si elle n'atteint pas la chaussée. D'accord. Ok. Donc, on espère que ça a bien répondu à la question. Après, ça pose les questions de l'accès à ces documents et comme tu disais, de la confiance qu'on donne aux installateurs et tout ça, et du contrôle. Il y a une autre question qui était quelles sont les sanctions potentielles suite aux infractions qui avaient été posées par Benoît? Alors, ça c'est une question très facile. Je reviens à la DSFLI, c'est juste, en fait, j'avais demandé quelque chose et on ne l'a pas eu, et ça réglerait vraiment le problème. J'avais demandé un sticker sur chaque lampadaire, sur chaque mât, où il y a les caractéristiques du luminaire. Et donc, il y aurait eu le flux du luminaire. Et donc, on lisait le flux, on regardait la surface éclairée par le luminaire, et ça y est, on avait la DSFLI. Et ce sticker informatif ou un QR code, on ne l'a pas obtenu. Alors qu'aujourd'hui, il y a déjà des stickers qui sont collés sur les mâts. Si vous regardez, il y a un numéro, des machins. Et moi, je demandais un sticker. Bon, voilà, pour dire que la DSFLI, ça pourrait être très, très bien si on avait un sticker informatif sur les mâts. Pour la question des sanctions, en fait, c'est dans le décret dont découle l'arrêté et ou la loi. Maintenant, je ne sais plus, mais enfin, c'est dans un article qui est en amont. Et les infractions, c'est 750 €. Et tant qu'on ne paye pas, on doit éteindre ces installations. Tout ça est théorique parce que je ne l'ai jamais vu appliquer. Voilà. Et ça, c'est tout aussi un peu le travail que mène France Nature Environnement, c'est de questionner cette notion de contrôle et via notre réseau juridique, de faire du lobbyisme un peu dans le sens du non-lieu juridique qui se passe en ce moment, de l'impunité en fait face à ça. Et sachant qu'il y a eu une mise à jour très récente, mais plus, tu en as parlé un petit peu, mais des questions en ce moment qui se posent autour de la sobriété au niveau de l'État, et il y a un décret qui a été passé au mois d'octobre qui a changé le type d'infraction pour les enseignes lumineuses. Donc c'est un autre sujet, mais bon, soi-disant que maintenant, ça serait plus évident de sanctionner avec ce nouveau décret les enseignes lumineuses qui sont allumées illégalement la nuit. Donc, c'est des choses qui sont en train de se discuter en ce moment, mais qui ne sont pas encore vraiment satisfaisantes parce qu'il n'y a personne qui est sanctionné. Il y a une question, c'est 750 € par lampadaire et par nuit. Ça, c'est pas très clair. Il y a écrit 750 € par infraction. Alors après c'est de la jurisprudence. Hein. Est-ce qu'il y a une infraction par lampadaire? De toute façon, personne n'est jamais allé au bout de la démarche. Hein. Et ça serait peut-être à nous d'y aller un jour et de créer cette jurisprudence. Peut-être pour la dernière question, Agnès qui demandait, les piscicultures doivent donc être conformes à la réglementation? Une interrogation. Donc ça, c'était plus quand on parlait des histoires des plans d'eau et tout ça. Et aussi je ne pense pas, parce que là, on est sur
sur un outil de travail qui n'est dans aucune des catégories de l'arrêté. L'arrêté, c'est la voirie, les parcs de stationnement, les chantiers, les machins. Une serre agricole ou un bassin de pisciculture n'est dans aucune des catégories. Donc, ça échappe. Là, voilà. Ce n'est pas dans le champ d'arrêté. Alors, on a une question qui dit, quand vous dites « je suis intervenu » en citant Pierre, vous avez un pouvoir officiel reconnu par les entreprises privées? Point d'interrogation. Donc, on questionne le statut de Pierre, là, je ne comprends pas bien. Oui, alors c'est vrai que je bénéficie. Quand j'interpelle une entreprise, etc., donc en général, c'est toujours par mail parce que je ne sais pas trop faire autrement. Donc, j'envoie un mail en rappelant la réglementation et en pointant l'infraction et je signe réseau juridique FNE. Voilà. Je signe réseau juridique FNE et je pense que ça a du poids. Hein, Pierre Brunet, réseau juridique FNE. Je pense que ça a du poids, rien que le terme juridique, je pense que ça doit un petit peu inquiéter le destinataire. Et moi, ce que je vous invite, c'est si vous avez un copain chez FNE ou dans le réseau juridique, demandez-lui de signer pour vous, quoi. Ça a quand même du poids. Moi, je sais que j'ai fait basculer des entreprises avec 2 mails, quoi. Voilà. Avec 2 mails, j'ai mis en conformité des installations. Yes. Bah, du coup, on est arrivé à la fin des questions. On va passer à la suite. On va conclure en 10 minutes là, pour ne pas garder les gens trop longtemps. Merci Pierre pour ton intervention. Cette question finale, elle vient bien reboucler un peu avec l'objet de cette campagne parce que du coup, tu dis bah, si vous avez des copains juristes et tout, mais bah, voilà, l'objet de la campagne, c'est ça, c'est qu'après, nous, on vous invite à nous en faire des signalements et nous, on va porter ce plaidoyer auprès des entreprises, auprès des élus, à travers l'outil de Sentinelle de la Nature. Donc là, rapidement, je vais laisser la parole à Jeanne qui va vous expliquer vraiment les soins en fait, qu'on a à faire pour nous envoyer des bonnes données parce que un bon signalement pour un bon traitement, et ça demande de bien comprendre ce qu'on va chercher comme information sur le terrain. Donc, Jeanne, je vais te laisser la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Super. On va dire que oui. Voilà, super. Du coup, je suis la service civique qui va s'occuper de traiter les signalements sur Sentinelle. Le but, c'est d'avoir des signalements qui répertorient un nombre d'informations pour qu'on puisse, nous, après, par la suite, pouvoir alerter les propriétaires des éclairages de manière directe et conforme. Du coup, on va vous demander, par exemple, quand vous arriverez sur le site de Sentinelle, du coup, sur la slide suivante, vous allez avoir un petit champ à remplir. L'idée, c'est d'avoir une photo qui met en avant la lumière directe sur le cours d'eau, l'adresse précise de cet éclairage, l'heure à laquelle vous l'avez vu, et si le propriétaire de cet éclairage est public ou privé, puisque nous, ça ne va pas être la même chose derrière, par la suite. Du coup, si on prend un exemple d'une marotte que j'ai fait un jour, ici, on voit le Pont Neuf, du coup. Donc, comme on l'a dit, l'éclairage qui est directement en lien avec la circulation, il n'est pas touché par la réglementation puisqu'il est là pour la circulation des biens. Par contre, sur la deuxième slide, si tu veux la passer, ici, l'éclairage, il est directement sur l'eau et c'est un éclairage de mise en valeur uniquement. Et du coup, celui-là, il sera traité d'une manière différente. Et donc, par exemple, pour cette photo-là, moi, j'y suis allée à 21h. J'ai pris cette photo, je sais où c'est à l'hôpital de la Grave. Et ensuite, je peux dire que c'est un éclairage public. Et du coup, à partir de ces informations qu'on va rentrer dans Sentinelle, par la suite, le traitement, on va pouvoir le faire de manière efficace. Et après, pour la troisième photo, là, on voit que malgré le fait qu'en soi, cet éclairage, il est conforme avec la réglementation puisqu'il est sur la circulation des biens. Il fait quand même une barrière lumineuse sur le corridor écologique et donc la Garonne. Et il y aura donc des mails aussi qui seront envoyés, même pour ce genre d'installation, puisque l'idée, c'est aussi d'ouvrir un dialogue
et de permettre de modifier ces installations et de les orienter mieux pour éviter justement de bloquer, de faire une barrière lumineuse sur ces cours d'eau. Et donc, l'idée, quand on va récupérer les signalements, c'est de décider ou non s'ils sont réglementaires ou alors s'ils ne le sont pas. Donc, s'ils sont réglementaires, on va envoyer un mail plutôt de sensibilisation en rappelant les enjeux, en envoyant sur notre article de la campagne et en rappelant l'intérêt d'éviter de faire des barrières lumineuses. Si c'est un éclairage qui n'est pas conforme à la réglementation, alors dans ce cas-là, on présente l'arrêté, on leur dit qu'ils ne sont pas dans les normes, et du coup, on leur dit qu'on peut les aider si c'est le cas. Et ensuite, on enverra un message aux personnes privées directement, si c'est par exemple quelqu'un qui a un éclairage chez lui. Donc, dans ce cas-là, on peut lui envoyer un message au cours de la campagne, dès que ça nous arrive. Mais on a décidé de récupérer sinon les différents signalements au fur et à mesure si c'est dans le domaine public. Comme ça nous permettra de faire un mail final à la fin de la campagne pour les communes, pour leur montrer que, par exemple, il y a 10 signalements dans leur commune et que leur cours d'eau, par exemple, est segmenté 10 fois. Comme ça aura plus d'importance et plus d'impact. Super. Merci beaucoup, Jeanne. Du coup, si vous avez des questions, on peut répondre rapidement sur plus l'aspect pratique de cette campagne. Il y a Benoît qui demande « Et pour les éclairages non conformes et non aquatiques ?» Donc ça, c'était plutôt l'objet de notre campagne précédente qui était celle de Sentinelles de la nuit. Donc la question, ça veut dire les éclairages non conformes et non aquatiques, ça peut être énormément d'éclairages, dont ceux dont a parlé Pierre plus tôt, donc au niveau de tous les aspects d'orientation, d'éclairement, de temporalité d'éclairage. Nous, à FNE, on a beaucoup travaillé pour l'instant sur la question de temporalité d'éclairage, donc et très spécifiquement plutôt auprès des enseignes et des commerces qui sont allumés toutes les nuits. Mais comme on a vu grâce à la présentation de Pierre, il y a plein d'autres aspects qui demandent notre attention parce qu'on a la chance d'avoir une réglementation qui est assez importante et assez exhaustive en fait sur l'ensemble des sources lumineuses en France qui sont réglementées. Et donc l'idée de cette nouvelle campagne Allo Allo, c'était de s'attaquer plus à l'aspect aquatique, donc de faire un focus là-dessus. Mais pour les autres éclairages non aquatiques, il y a aussi toutes les actions que propose le mouvement FNE au niveau national à travers des actions de maraude qu'on fait. Il y a aussi des contenus qu'on peut trouver en ligne pour vous aider à vous approprier la réglementation. Mais l'outil Sentinelle peut aussi être utilisé en dehors de la campagne Allo Allo pour nous faire remonter des infractions à la réglementation. Donc, je lis la seconde question. Donc, les signalements ne sont pas traités de manière individuelle lors de cette campagne. Alors voilà, ce que expliquait Jeanne, c'est qu'ils sont traités de manière individuelle, surtout quand ça va être des éclairages privés, parce qu'on va directement sensibiliser le commerce ou le lieu ou le propriétaire de la source. Mais quand ça va être une collectivité qui, par exemple, là, les éclairages qu'on a montrés, c'était plutôt des éclairages publics, on va attendre la fin de la campagne pour sensibiliser la collectivité sur l'ensemble des points lumineux. Parce que, par exemple, à Toulouse, là, on a vu qu'il y a plusieurs points lumineux qui sont concernés. Et comme l'a dit Jeanne, ça va pouvoir venir questionner, en fait, au-delà de l'aspect réglementaire, il va y avoir, dans nos signalements, il va y avoir des infractions réglementaires suite à ce qu'a dit Pierre, on a bien compris. Mais il va aussi y avoir des éclairages qui sont réglementaires, mais qui sont problématiques et qui vont venir perturber la continuité écologique du cours d'eau, sachant que le cours d'eau, c'est quand on réfléchit à la nature en ville, c'est certainement l'espace avec le plus de biodiversité, la plus grande richesse de biodiversité qu'on a au sein de la ville. Donc, c'est un corridor très important qu'on doit chouchouter. Et là, aujourd'hui, on le malmène. Donc, on va le traiter de manière collective, les signalements, pour s'adresser aux collectivités pour l'éclairage public. Et on a une remarque de Cathy. On peut alerter toute l'année via Sentinelle. Voilà.
Très bien. Si vous n'avez pas plus de questions, on va conclure là-dessus parce que voilà, on a un petit peu dépassé l'heure. Merci à tout le monde pour merci à Pierre et à vous d'avoir participé. Pour conclure, moi, je voulais dire redire que l'objectif là de ça, c'était qu'on monte en compétences tous ensemble, qu'on a vu qu'il y avait un impact fort de l'éclairage sur les milieux aquatiques, que c'est un sujet, je pense, qui va pouvoir nous occuper pendant quelques années parce qu'il y a du travail. On a compris la réglementation, on a vu qu'il y a des limites, mais que c'est un bon outil, comme l'a expliqué Pierre, pour nous qui sommes des associations légalistes de défense de la nature. C'est un bon outil pour arriver à des résultats. Et qu'on a besoin donc d'un maximum de signalements, que ce seront nos juristes qui vont les traiter. Et qu'on va refaire un webinaire la semaine prochaine, le 16 du coup, qui sera avec Samuel Busson du CEREMA Méditerranée et qui parlera, lui, plus spécifiquement du coup, de l'impact de la lumière sur les milieux aquatiques. Donc, pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire éclairer un cours d'eau pour tous les êtres vivants qui vivent dedans. Et pour info, cette campagne, du coup, elle est sur le bassin Adour-Garonne en cette fin d'année, mais on est en train de chauffer le mouvement FNE pour l'année 2023 et il est fort probable qu'on ait d'autres régions qui se lancent dans l'aventure l'année prochaine et que ça gagne d'autres territoires. Voilà pour ça.